Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier Martine Marargou de m'avoir invité à participer de ce marathon de lecture euh, à l'occasion de la fête de professeurs de FLE, la fête mondiale de professeurs de FLE. Le livre que je choisis de présenter est Thérèse Desqueraux de François Mauriac. J'ai découvert ce roman pendant ma formation de professeur de français à l'Institut Lengua Viva Juan Ramón Fernández, il y a très longtemps, j'étais très jeune, et il m'a profondément marqué par la force intérieure de son héroïne. Thérèse est une femme intelligente, lucide, mais prisonnière d'un milieu étouffant. À travers elle, Mauriac explore la solitude, la culpabilité et surtout le désir de liberté. L'extrait que je vais lire se situe à la fin du roman, le moment où Thérèse quitte la ville d'Argelouze. Elle s'avance seule vers la ville dans la nuit et entre fatigue et espoir, un moment suspendu entre la fin et un possible recommencement. Voilà le texte. Elle marchait dans la nuit. Elle n'éprouvait plus ni haine, ni amour, ni révolte. Tout était retombé en elle comme la poussière d'un chemin qu'on a longtemps foulé. Elle respirait l'air froid sans savoir où elle allait. Devant elle, les lumières de la ville tremblaient, fragiles et lointaines. Elle pensa, personne ne m'attend. Mais cette pensée, loin de l'attrister, la réchauffa doucement. Elle sentait qu'elle commençait une autre vie sans savoir laquelle. Et Thérèse marcha encore vers cette obscurité qui peu à peu devenait lumière. J'ai choisi un fragment de Le Rouge et les Noirs de Stendhal, car c'est un roman qui m'a énormément marqué lors de ma formation aux Lenguas Vivas. Il y eut enfin entre Madame de Rênal et Julien un sujet de conversation. Il ne fut plus exposé à l'affreux supplice que lui donnaient des moments de silence. Ils se parlaient sans cesse et avec un intérêt extrême, quoique toujours de choses fort innocentes. Cette vie active, occupée et gaie était du goût de tout le monde, excepté de mademoiselle Élisa, qui se trouvait excédée de travail. Jamais dans le carnaval, disait-elle, quand il y a bal à Verrières, madame ne se donnait tant de soin pour sa toilette. Elle change de robe 2 ou 3 fois par jour. Comme notre intention est de ne flatter personne, nous ne nierons point que madame de Rênal, qui avait une peau superbe, ne se fit arranger des robes qui laissaient les bras et la poitrine fort découverts. Elle était très bien faite, et cette manière de se mettre lui allait à ravir. Quel est le livre francophone qui m'a marqué? Il m'est particulièrement difficile de répondre à cette question, dans la mesure où je sens que tout au long de ma vie, différents livres m'ont touché, m'ont inspiré, m'ont parfois d'une certaine manière habité. Je me suis sentie particulièrement touchée par À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, dont j'ai lu avec délectation tous les volumes. Je ne serai pas très originale, je vais proposer une lecture du fragment de la Madeleine, extrait du premier volume du côté de chez Swann. Le contexte. Après une journée maussade, le narrateur porte à ses lèvres une cuillerée de thé où il a laissé s'amollir un petit morceau de Madeleine. Et cette expérience sensorielle éveille en lui le souvenir avec une force prodigieuse et le replonge dans l'univers de son enfance. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Corbray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul.
La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi de petits coquillages de pâtisserie si grassement sensuels sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un texte qui est très lié à mes premières pratiques professionnelles en tant qu'enseignante. Je vais vous lire un poème de Léopold Sédar Senghor, poème à mon frère blanc. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu es au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Il est très difficile pour moi de choisir un auteur qui m'a marqué pendant ma formation de prof de FLE. Alors j'ai choisi un poème de Victor Hugo qui se trouve dans le recueil des Contemplations. Ce recueil qui est une sorte d'autobiographie du poète. Ce poète, je l'ai découvert quand je faisais ma maîtrise, en fait, donc après le professorat. Donc c'était une vraie surprise parce que bon, je croyais que c'était un auteur un peu impossible à lire, euh, et surtout en poésie. Donc le poème que j'ai choisi est le numéro 16 du livre La main de fleurs, qui est un livre, c'est le deuxième livre du recueil, et il parle de l'amour. L'hirondelle au printemps cherche les vieilles tours, débris où n'est plus l'homme, où la vie est toujours. La fauvette en avril cherche, ô ma bien-aimée, la forêt sombre et fraîche et l'épaisse ramée. La mousse. Et dans les nœuds des branches, les doutois, en se superposant font les feuilles des proies. Ainsi fait l'oiseau. Nous cherchons dans la ville le coin désert, l'abri solitaire et tranquille. Le seuil qui n'a pas Dieu, oblique et méchant. La rue où les volets sont fermés. Dans les champs, nous cherchons le sentier du pâtre et du poète. Dans les bois, la clairière inconnue est muette, où le silence s'éteint, les bruits lointains et sourds. L'oiseau cache son nid, nous cachons nos amours. J'ai écouté pour la première fois à l'âge de 16 ans un extrait de ce livre de Marcel Pagnol, Le château de ma mère. C'était mon premier contact avec la littérature et ce jour-là j'ai découvert que le français avait un rythme
une mélodie toute particulière, et c'est justement cet extrait que je veux partager avec vous. Le matin, à 6 heures, il faisait encore nuit. Je me levais en grelottant et je descendais allumer le grand feu de bois. Puis je préparais le café que j'avais moulu la veille pour ne pas réveiller ma mère. Pendant ce temps, mon père se rasait. Au bout d'un moment, on entendait grincer au loin la bicyclette de l'oncle Jules, ponctuelle comme un train de banlieue. Son nez était rouge comme une fraise. Il avait de tout petits glaçons dans sa moustache et il frottait vigoureusement ses mains l'une contre l'autre comme un homme très satisfait. Nous déjeunions devant le feu en parlant à voix basse. Puis la course de Lily résonnait sur la route durcie. Je versai une bonne tasse de café qu'il refusait d'abord en disant « Je l'ai déjà bu », ce qui n'était pas vrai. Ensuite nous partions tous les quatre, avant le lever du jour. Dans le ciel de velours violet, les étoiles brillaient, innombrables. Ce n'étaient plus les douces étoiles de l'été. Elles scintillaient durement, claires et froides, cristallisées par le gel de la nuit. Sur la tête rouge, que l'on devinait dans l'ombre, une grosse planète était pendue comme une lanterne, si proche que l'on croyait voir l'espace derrière elle. Pas un bruit, pas un murmure, et dans le silence glacé, nos pas sonnaient sur les dures pierres de Noël. J'ai décidé de prendre l'incipit, les premières lignes de La main de Marguerite Duras, un récit autobiographique, un récit d'initiation amoureuse, l'évocation d'un passé, d'une vie familiale et d'une initiation à l'amour et à la sexualité, dont les traces perdurent toujours chez la narratrice. Ce qui m'a bouleversé le plus dans cette lecture, c'est que la narratrice a appris à lire son visage. Elle lit son histoire dans son propre visage et c'est à partir de là, d'un souvenir que quelqu'un lui rapproche, que quelqu'un lui fait parvenir, qu'elle commence sa narration. C'est inévitable de penser à l'abandon, à l'effondrement, aux coups qui viennent de l'intérieur et inspirée d'une grande enseignante, d'une grande formatrice que j'ai eue et en littérature et en analyse littéraire, Diana Fissone, que je reprends aujourd'hui, l'incipit de La main de Marguerite Duras. Un jour, j'étais déjà âgée. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là, dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaît de moi-même, celle où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu'on traverse les âges les plus jeunes et les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits un à un, changer les rapports qu'il y avait entre faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front des cassures profondes. Au contraire d'en être effrayé, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris, par exemple, au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connue à 17 ans lors de mon voyage en France ont été impressionnés quand ils m'ont revu 2 ans après, à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore, bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû.
J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi, c'est le passage d'un bac sur le Mékong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. Bonjour, je vais vous partager une lecture. C'est l'une des premières lectures que j'ai faites en autonomie. J'étais étudiante de français. Je ne savais pas encore que j'allais devenir prof de français, mais je savais déjà quand même que j'allais devenir prof de quelque chose. Donc j'avais 15-16 ans. J'étudiais dans le lycée numéro 16 et sur l'avenue Saint-Martin ici à Buenos Aires. Et on m'avait offert à la fin de l'année, pour un examen bien passé, je me rappelle pas très bien, mais on m'avait offert un livre qui s'appelle Oublié. C'est écrit par Eva Erben. Ça raconte la vie et les souvenirs d'enfance en fait d'une jeune fille juive à l'époque de la Shoah. Je vais vous lire le tout premier début du roman. Au printemps 1979, un jour de commémoration de la Shoah, j'étais de garde à l'entrée de l'école de mon fils Amir, 10 ans. Ici, en Israël, où nous vivons, il y avait eu à l'époque une série d'attaques terroristes contre des écoles. C'est pourquoi nous, parents, assurions nous-mêmes la surveillance des établissements scolaires de nos enfants. Ce jour-là, l'institutrice de mon fils me priait de venir dans la classe raconter aux enfants quelques-uns de mes souvenirs de la Shoah. Amir m'a dit que vous aviez vécu cette époque, que vous aviez vous-même été dans les camps. J'ai tout d'abord pensé que je ne pourrais pas répondre à cette demande, que cela serait au-dessus de mes forces. Mais à mon appréhension et à ma réticence s'ajoutait un autre sentiment, celui qu'il pourrait être de mon devoir de parler aux jeunes générations de cette terrible époque. J'ai réfléchi, tiraillé et hésitant entre silence et responsabilité, et finalement, je suis entrée dans la classe et j'ai raconté mon histoire. Je l'ai racontée aussi pour tous ceux qui ne peuvent plus parler. Alors, pourquoi ce texte? C'est un texte merveilleusement écrit et qui me touche énormément. Il s'agit d'une servante, Félicité. Elle se donne entièrement aux autres, même à un perroquet nommé Loulou, qu'elle fait empailler après sa mort. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il y avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois, de sorte que du même coup d'œil, elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée, les perroquets se trouvant sanctifiés par ses rapports avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe puisque ces bêtes-là n'ont pas de bois, mais plutôt un des ancêtres des loulous. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une lecture qui me tient à cœur pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça a été la première lecture longue que j'ai réalisée lors de la première ou deuxième année du professorat. C'est notre prof de langue, Madame Martha, qui nous l'a proposée. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette lecture, c'est parce que c'est pas un roman. C'est un essai sur la lecture. Et moi, en tant que grande passionnée de la lecture depuis mon adolescence, c'est un ouvrage qui me parlait directement, qui parlait de l'amour qu'on pourrait sentir lorsqu'on lit. C'est un ouvrage qui parle de l'acte de lire
comment le transmettre aux autres en tant que prof, en tant que parent, en tant que passionné de la lecture. Je vous parle évidemment de Comme un roman de Daniel Pennac. Allons-y. Bref, un beau matin, ou un après-midi, oreille bourdonnant encore du tumulte de cantine, il assiste à l'éclosion silencieuse du mot sur la feuille blanche, là, devant lui. Maman. Il l'avait déjà vu au tableau, bien sûr, reconnu plusieurs fois, mais là, sous ses yeux, écrit de ses propres doigts. D'une voix d'abord incertaine, il annonce les 2 syllabes séparément. Ma-man. Et tout à coup, maman. Ce cri de joie célèbre l'aboutissement du plus gigantesque voyage intellectuel qui se puisse concevoir. Une sorte de premier pas sur la lune. Le passage de l'arbitraire graphique le plus total à la signification la plus chargée d'émotions. Des petits ponts, des boucles, des ronds et maman. Cet écrit-là, devant ses yeux, mais c'est en lui que cela éclot. Ce n'est pas une combinaison de syllabes, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une maman. C'est sa maman à lui. Une transmutation magique infiniment plus parlante que la plus fidèle des photographies. Rien que des petits ronds, pourtant des petits ponts. Mais qui ont soudain, et à jamais, cessé d'être eux-mêmes, de n'être rien, pour devenir cette présence, cette voix, ce parfum, cette main, ce giron, cette infinité de détails, ce tout, si intimement absolu et si absolument étranger à ce qui est tracé là, sur les rails de la page, entre les 4 murs de la classe. La pierre philosophale. Ni plus ni moins, il vient de découvrir la pierre philosophale.